Bien, chers amis, nous accueillons ce soir un médecin spécialiste de médecine interne gériatrie, qui est aussi un spécialiste de la méditation dite de pleine conscience. À propos de la gériatrie, je voudrais vous citer une phrase que j'ai trouvée dans le livre que vient de publier notre ami Perla Servan-Schreiber. C'est un livre sur l'âge. La vieillesse est si longue qu'il ne faut pas la commencer trop tôt. Vous enseignez, Grégory, cette pratique de la méditation de pleine conscience à la faculté de médecine de Montpellier et vous l'expérimentez sur vos patients. Vous avez travaillé avec Christophe André, sauf erreur de ma part, qui lui-même a tiré son savoir, comme chacun le sait, du célèbre Mathieu Ricard. Vous avez ressenti le besoin d'intégrer cette pratique dans vos thérapies dès vos stages d'externat à la Salpêtrière à Paris pour faire face à la maladie, la mort et la souffrance des patients. Vous avez été pour cela vous former au monastère dirigé par le moine Tinathan à Prunier, dans le Bordelais, dans un domaine anciennement viticole, mais d'où ont été plantés 1250 pruniers. Vous nous direz peut-être pourquoi le chiffre 1250 et pourquoi cette substitution des pruniers aux vignes, si ça a un sens. D'après le peu que je sais, la pleine conscience, on dit aussi d'ailleurs orientation juste ou présence attentive, est une expression venue de l'enseignement de Siddhartha Gautama ou Bouddha. Elle est, selon ce maître, un facteur essentiel de la libération finale, libération notamment des désirs inutiles qui engendrent l'envie et perturbent la vie commune. Sous l'influence de divers lecteurs et auteurs, j'ai émis une hypothèse très risquée aux yeux des anthropologues et philosophes, que je ne suis pas. Quand s'est produite la grande césure de 1000 ans, incluant Bouddha, Socrate, Jésus, comme l'a dit Frédéric Lenoir, au cours de laquelle les hommes se sont mis à réfléchir sur leur société, sur leur vivre ensemble, la réponse de l'Occident a été celle de la démocratie avec, pour miel, la charité. Tandis que la réponse de l'Orient aurait été le retrait, justement. La recherche de cette libération. Bouddha n'abandonne-t-il pas femmes et enfants pour aller à sa recherche? La méditation est un des moyens de retrait de ce monde. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, et beaucoup plus trivialement, pour nous, simples humains, c'est aussi une parade de choix contre le vieillissement. Une équipe de l'INSERM a publié, fin novembre 2017, dans le magazine Scientific Reports, les résultats d'une étude montrant que la méditation régulièrement pratiquée pouvait freiner les effets physiques de la prise d'âge, et même sous votre contrôle, l'évolution de l'Alzheimer. L'étude montre que certaines zones cérébrales plus développées chez les personnes pratiquant de manière intensive la méditation sont plus développées chez les personnes pratiquant de manière intensive la méditation. Ce sont notamment, toujours sous votre contrôle, les zones du contrôle de la régulation des émotions, ainsi que l'attention et l'exécution. Je parle déjà docteur, mais j'ai lu sous votre contrôle donc, mais j'ai lu par ailleurs que les télomères, ces espèces de petits cheveux qui sont au bout de nos chromosomes et qui raccourcissent à chaque division cellulaire, finissent par déclencher la mort de la cellule. Ce rapetissement des télomères serait le résultat de la disparition progressive d'une enzyme baptisée télomérase, qui au contraire freinerait ce ralentissement. La télomérase a été identifiée en 1985 par 2 chimistes qui ont eu pour ça le prix Nobel. On a été plus loin. Un groupe de 58 dames a été séparé en 2 sous-groupes égaux, les unes très stressées, les autres moins. Les femmes qui étaient très stressées avaient des télomères beaucoup plus petits. Et les scientifiques ont ensuite pu conclure de manière sûre que, je le cite, le stress avait pris 10 années de vie aux premières. Et par la suite, ce constat semble s'être étendu à d'autres maladies. M'informant sur ce phénomène il y a quelque temps, j'ai d'ailleurs aussi vu qu'on parvenait à la même différence entre 2 groupes, l'un pratiquant une activité physique réelle pendant 30 minutes par jour et l'autre pas. Tout le monde ici comprend donc aisément qu'en cette veille de Noël, notre forum Charles Gide ait voulu faire un cadeau à ses membres, assez grand, dont un nombre assez grand est avancé en âge, à commencer par moi, en vous invitant
à nous initier. Docteur, apprenez-nous, s'il vous plaît, à freiner notre entrée dans l'âge, puisqu'il ne faut plus parler de vieillissement. Apprenez-nous vite à rallonger nos télomères en même temps que ce qu'il nous reste à vivre. Bonjour, vous m'entendez là? C'est bon? Non. Merci Jean-Baptiste pour cette introduction qui est plus qu'une introduction, ça veut dire que peut-être j'ai plus grand chose à présenter, tout a été dit. Je ne répondrai pas aux questions philosophiques car je ne suis pas philosophe, mais plutôt médecin. Donc je vous remercie pour votre invitation ici à venir partager sur ce sujet qui me tient à cœur. J'ai été présenté, j'exerce à Montpellier et j'ai ouvert un centre dédié à cette pratique. Comme vous voyez sur le titre en photo, c'est une question, est-ce que la méditation serait, comme on dit en anglais, une médication, donc comme un médicament? Donc je pose cette question et vous me direz ce que vous en pensez à la fin. J'aborderai plusieurs thématiques, déjà les définitions, pour déjà définir ce qu'est la pleine conscience. Cette pleine conscience qui vient de l'anglais mindfulness à la base, dont je vais vous montrer les effets en médecine sur la douleur physique, la douleur psychique et dans les maladies chroniques. Et comme Jean Matouk l'a introduit et a deviné que j'allais en parler, vu ma spécialité aussi de gériatrie, je vais vous parler des effets biologiques vis-à-vis du vieillissement qui pourrait favoriser un bien vieillir et ainsi aussi pouvoir aider face au vieillissement les gens qui aident les gens qui vieillissent, donc les aidants. Donc la pleine conscience, je crois qu'on pourrait dire déjà que c'est un entraînement mental. Peut-être certains d'entre vous, comme disait Jean Matouk, exercent une activité physique journalière afin de maintenir un état corporel satisfaisant avec une certaine masse musculaire, ce qui est très bien parce que les études montrent que c'est un des déterminants majeurs du vieillissement réussi, c'est la masse musculaire et son efficacité. Et là, ici, on a un entraînement qui est vraiment un entraînement mental, et plus particulièrement de l'attention, qui est exercée d'une certaine manière dans la méditation de pleine conscience. C'est-à-dire que c'est une attention qu'on décide de tourner volontairement, donc c'est un acte volontaire, vers le moment présent et dans une attitude non jugeante. Ce qui pourrait, non jugeante, être remplacé par avec bienveillance. Et donc ça, c'est la définition de Jon Kabat-Zinn, qui est ce scientifique américain qui a non pas créé la mindfulness, mais qui l'a protocolisée dans son enseignement afin de la faire entrer dans les hôpitaux et de manière laïque. Donc la pleine conscience, ce n'est pas de la relaxation. Ça veut dire que par rapport à d'autres pratiques comme la relaxation, ou même la sophrologie, où il peut y avoir une intention de relaxer, ici c'est pas le but. Le but c'est d'être présent à ce qui se passe dans l'instant, et peut-être que ça va apporter une relaxation, ce sera peut-être un effet secondaire, mais agréable, mais c'est pas le but. Et donc ça c'est très important parce qu'on peut arriver avec l'idée que je vais méditer et à la fin de la méditation il faut que je sois relaxé, et c'est pas du tout le but. Donc, et si on se crispe sur ce but, on peut aller très loin et très loin de la méditation. Puisqu'on peut être, si vous êtes stressé et que vous dites il faut que je me détende, en général si vous dites ça par exemple à votre mari ou à votre épouse, mais tu devrais te détendre, vous voyez l'effet que ça fait en général, ça crispe. Donc c'est un peu le même principe dans la méditation. Donc ce schéma pour vous présenter un petit peu l'historique de la mindfulness, de cette méditation de pleine conscience, et comment elle est arrivée jusqu'à nous. Donc l'histoire commence plutôt vers le bas, avec à gauche, on en a parlé, les sagesses orientales, la pratique du Bouddha avec sa méditation, des techniques de yoga aussi. En bas à droite, des données aussi occidentales avec la science, notamment la physiologie du stress, les psychologies comportementales et cognitives, les sciences médicales. Et tout ça a permis à Jon Kabat-Zinn, donc ça va faire bientôt 40 ans, de créer un programme qui s'appelle le MBSR, comme vous voyez au centre de la diapositive, qui est Mindfulness Based Stress Reduction, donc qui veut dire réduction du stress basée sur la mindfulness, donc basée sur la méditation de pleine conscience. Ce Jon Kabat-Zinn, on va en parler juste un petit peu maintenant, mais c'était un biologiste moléculaire qui faisait ses travaux de thèse de biologie moléculaire au MIT à Boston, qui a travaillé dans un laboratoire qui d'ailleurs aura le prix Nobel quelques années plus tard. Et à la fin de sa thèse de biologie, en fait, il a abandonné cette carrière scientifique avec l'idée de pratiquer la méditation et le yoga en parallèle de ses études scientifiques.
Et il s'est dit, je pense que cette méditation et ce yoga peuvent apporter quelque chose à la santé des personnes. C'était la fin des années 70, il y avait peut-être un certain degré d'ouverture à ces pratiques-là à l'époque. Et donc il est allé à l'hôpital de Boston, qui était à côté, comme souvent les centres de recherche aussi en France, l'INSERM, le CNRS peuvent être proches des hôpitaux. Et il est arrivé à l'hôpital avec son doctorat en biologie moléculaire, donc son esprit scientifique et son CV scientifique, en disant « Je vais faire de la mindfulness, enfin de la méditation et du yoga pour vos patients si vous le souhaitez, et j'examinerai de façon scientifique si ça fonctionne. » Et bien sûr, cette pratique, je vais la faire de façon laïque. Il est hors de question de mettre des statues de Bouddha ou de qui que ce soit dans les salles. Et donc après, juste pour vous dire, à partir de ce MBSR, il y a d'autres protocoles qui ont dérivé, dont un des plus connus, et je vous en parlerai tout à l'heure, est le MBCT, qui est la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, donc qui est plus une approche pour les patients de psychologie ou de psychiatrie. Et il y a plein d'autres interventions à gauche qu'on appelle les interventions basées sur la mindfulness, qui sont pour les patients cancéreux, pour les personnes âgées, dans le cadre des addictions à l'alcool, etc. Donc il y a beaucoup de protocoles qui ont dérivé de ça et qui ont bénéficié aussi d'études scientifiques. Comme je vous le disais, ce programme MBSR là, qui est au centre de cette galaxie des interventions basées sur la pleine conscience, ça veut dire réduction du stress basé sur la mindfulness, la pleine conscience, c'est un programme évolutif, progressif sur 8 séances, à raison d'une séance par semaine, donc pendant 8 semaines. Vous voyez que c'est un protocole assez, voire très court par rapport à si vous prenez entre guillemets des cours de yoga où vous investissez sur un an. Donc là, quelque part, il y a un investissement sur 8 semaines, où un des éléments majeurs, que j'ai peut-être pas marqué ici, hein, c'est qu'il est demandé entre chaque session de pratiquer tous les jours à la maison. Donc sur ces 2 mois, en fait, le pratiquant, l'apprenant va avoir cet engagement au moment où il s'inscrit, on en parle toujours avec les participants, de devoir pratiquer tous les jours à la maison de l'ordre de 45 minutes par jour de méditation. Je vous rappelle que les recommandations pour l'exercice physique disent au moins 30 minutes de marche par jour. Donc on pourrait dire 30 minutes de marche par jour, plus 45 minutes de méditation par jour. Ça se passe en groupe. Je dis de 6 parce qu'en général on dit que c'est le minimum, jusqu'à 50 c'est pas, moi c'est pas ce que je fais par exemple, mais c'est ce qui est fait par exemple dans le centre de Boston où ils ont une capacité très grande et ils font des groupes même de 50 personnes. Voilà, 8 séances hebdomadaires. Il y a aussi une journée d'approfondissement de la pratique et une journée qui se passe en général le week-end où de 10 à 17 heures on se plonge un peu plus dans la pratique pour l'approfondir. Et donc ces séances, c'est pas qui durent chaque séance dure, les séances hebdomadaires entre 2h30 et 3h. Ces séances ne sont pas faites de 2h30, 3h de méditation, mais de petites séquences de méditation avec des échanges, des retours pour, comme on pourra faire tout à l'heure après la méditation, de partager qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans la méditation et du coup d'aider à trouver entre guillemets l'attitude juste dans la méditation. Par exemple, si vous me dites j'étais stressé et puis j'essayais de moins être stressé, là j'appuierai peut-être le fait qu'il ne s'agissait pas d'être moins stressé, hein, et d'être juste présent en effet à ce stress. Alors, dans ce programme MBSR donc, qui a été conçu par Jon Kabat-Zinn, donc ce biologiste moléculaire qui, de par son apport à la médecine, a été nommé professeur émérite de médecine par la faculté de Boston, du Massachusetts, mais n'est pas docteur en médecine. Donc c'est pour vous dire déjà, c'est rare qu'il y ait des professeurs émérites de médecine sans avoir un docteur en médecine. Mais pour son apport à la médecine, il a eu ce titre. Dans le mot stress qui est dans le programme, dans l'acronyme MBSR, donc réduction du stress basé sur la méditation de pleine conscience, il faut entendre le stress comme ce moment où on fait face à quelque chose, que ce soit une douleur physique, par exemple il y a de l'arthrose ou une autre maladie, ou un problème dans notre vie qui nous crée une douleur psychique, par exemple la perte d'un être cher, etc. Et tout ce qu'on va mettre en place pour combattre ou pour lutter face à cette situation douloureuse physique ou douloureuse psychique. Et tout ce qui va être mis en place face à cet événement de vie, interne ou externe encore, va contribuer à ce qu'on appelle la souffrance, qui va se rajouter à la douleur même de l'événement. Et donc on sait par exemple, pour parler du deuil, qu'on ne va pas tous réagir de la même façon à un deuil, et ça va durer plus ou moins longtemps. Et donc
il y a l'événement douloureux qui est la perte de la personne, et après le temps qu'on met pour, entre guillemets, passer le cap, être dans la résilience. Et donc ça, ce serait la souffrance qui intervient après l'événement douloureux ou pendant. Donc la douleur fait partie de notre vie, on y est tous soumis à un moment ou à un autre, que ce soit au niveau physique ou psychique, et c'est comment on va appréhender ces événements douloureux qui nous permettent de diminuer éventuellement la souffrance. Et la pratique de la méditation de pleine conscience entre un peu dans cette appréhension de la souffrance qui émerge des événements douloureux. Et juste pour imager ça, j'ai mis ce dessin de Sampé je l'ai relu récemment, pas mal de ces dessins où il y a beaucoup d'aspects contemplatifs et donc méditatifs. Et donc là, en fait, c'est cet homme qui arrive devant la mer mais qui souhaiterait voir une mer calme. Et il dit coucher. Et donc là, on voit bien qu'il est dans une lutte intérieure sur cet événement extérieur qui est « je vois une mer trop agitée et je voudrais qu'elle soit calme ». Et donc la souffrance, elle est même imagée par le coucher avec un point d'exclamation. Donc il y a toute cette énergie, ce stress interne de « je voudrais que la mer soit calme ». Et la méditation, c'est peut-être juste, c'est pas toujours facile, mais c'est dire « ok, aujourd'hui, la mer est en mouvement ». Même si on n'aime pas ça, de pouvoir l'apprécier et être présent à ces mouvements. Je vous parle un petit peu de science et notamment de médecine avec ce système nerveux autonome, qui n'est pas le système nerveux central comme on l'entend avec l'encéphale, le cerveau, même s'il est dessiné en haut, mais c'est toute cette part du système nerveux qu'on appelle autonome parce qu'on croyait qu'on ne le contrôlait pas et qu'il était un peu soumis à des réactions automatiques. Et donc à gauche, vous avez le système nerveux, pas très bien appelé, sympathique, qui en fait s'active dans des situations de stress. Et donc ce système nerveux sympathique était sympathique à l'époque où on était des hommes dans la forêt ou des femmes dans la forêt et que d'un coup il y avait un danger important qui apparaissait. Et donc du coup à ce moment-là, quand on avait un ours et qu'on se sentait capable de le combattre ou un mammouth et que là on devait fuir, donc la réponse de combat ou de fuite, à ce moment-là, le système sympathique s'activait et donc la voie de gauche est reliée par exemple au poumon que vous voyez au milieu parce que ça va provoquer une vasodilatation des bronches pour permettre une meilleure respiration. La fréquence cardiaque ainsi que la tension artérielle avec le cœur au milieu va s'activer, donc on va monter sa fréquence cardiaque et sa tension artérielle. Tout ça pour favoriser en fait une meilleure oxygénation du corps et notamment des muscles pour pouvoir se battre. Sauf que maintenant, les mammouths et les ours, il est rare de les retrouver dans la nature. Mais, comme la nature a horreur du vide, en fait, on va être dans l'attitude de fuite ou de combat de façon interne et au niveau psychologique. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez quelqu'un dans votre famille qui vous parle mal, en règle générale, il va y avoir ce système-là qui va s'activer. Je parle de ça juste avant les fêtes de famille, ça peut aider, mais du coup, vous allez sentir le cœur qui va commencer à se mettre à battre, vous allez peut-être devenir rouge, le cœur va s'accélérer, la tension artérielle, vous n'allez pas la mesurer, mais elle va probablement augmenter. Il y a plein de réactions qui vont se passer, et en fait, aujourd'hui, on a conservé ce vieux système nerveux autonome qui nous permettait de faire face au danger. Il s'active toujours dans des circonstances qui sont des moindres dangers, mais il s'active toujours autant. Et donc, du coup, le problème, c'est que si on est toujours dans un état de stress psychique maintenu, à bas bruit, en fait, on va être dans cette attitude d'activation du système sympathique à gauche, donc avec l'augmentation de la fréquence cardiaque, la tension artérielle. Je vous passe qu'il y a des modifications hormonales qui sont à l'origine d'hyperglycémie, donc d'états pseudo-diabétiques, etc. etc. Tout ce stress-là aussi va contribuer éventuellement à la perte de masse musculaire, à la perte de masse osseuse, etc. Donc ça, c'est très bien. Ce système sympathique, quand il s'active de façon momentanée, il est là pour la survie. Et d'ailleurs, quand il y a des événements graves encore aujourd'hui dans notre société, ce système-là s'active et il permet de se mettre en sécurité. Mais en dehors de situations qui sont exceptionnelles, en fait, on l'active pour des stress minimes. Donc, tout à l'heure, j'avais des problèmes sur la route. J'ai senti que j'étais un petit peu en activation sympathique. Et donc, du coup, j'ai médité au volant, ce que je ne vous conseille pas. C'est quand on est entraîné à se concentrer sur sa respiration en même temps sur la route. Et ce qui m'a permis d'arriver sans être en hyperglycémie ni en tension artérielle trop élevée. Et donc, la méditation, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle active le système parasympathique, qui est en fait l'opposé. Hein.
et qui donc va ralentir la fréquence cardiaque, baisser la tension artérielle, diminuer la sécrétion de glucose. Votre digestion va plutôt être activée parce que dans le cas de l'ours et du mammouth, il n'est pas question d'amener du sang au tube digestif pour que vous digériez. Donc, dans le cas du stress, à gauche, la digestion est stoppée. Hein, tout le sang va dans les organes qu'il faut, c'est-à-dire les muscles. Et le glucose est relargué, etc. Alors que là-bas, justement, on régule c'est une contre-régulation. Et donc, ce qu'on voit bien dans les études, c'est qu'avec la méditation, on active plutôt vraiment le système parasympathique, donc, qui est plutôt, entre guillemets le système relaxé. Donc la mindfulness, c'est le terme anglophone hein, en médecine, aperçu des données scientifiques actuelles, parce que là pour l'instant on parle de ça, mais est-ce que ça a un intérêt en santé? Et dans un premier temps, je vais vous parler de l'efficacité de cette méditation de pleine conscience que j'ai marquée par MPC pour raccourcir dans la souffrance physique, ou dans la souffrance corporelle. La première étude, vous voyez, 79, Kabat-Zinn fait son entrée dans l'hôpital et il dit « je vais faire un protocole de recherche sur les patients de l'hôpital avec ce protocole basé sur la méditation de pleine conscience ». Et donc en 1982, il fait une première publication, c'est le seul auteur, c'est assez rare d'être le seul auteur, mais il était tout seul dans son coin à l'hôpital de Boston en train de dire « je vais essayer de montrer que la méditation et le yoga permettent de diminuer la douleur et donc physique. » Et donc là, il a recruté des patients qui étaient suivis dans les services d'algologie, donc de la douleur, dans l'hôpital de Boston, et qui étaient des patients qui avaient un traitement médical maximal. Donc on a vu les patients, les médecins les avaient vus, il y avait plus ou moins eu des chirurgies si nécessaire, et malgré ce, ils conservaient une douleur qu'on appelle douleur chronique, puisque les médicaments ou les opérations ne permettent pas de diminuer. Donc c'était des patients qui arrivaient douloureux et qui arrivaient dans son service qui à l'époque était juste une salle comme ici de réunion avec quelques chaises et des tapis pour pouvoir s'allonger et faire des postures de yoga. Et il a regardé ce qui s'est passé sur 51 patients atteints de douleurs chroniques. Et donc il a fait ce programme-là, il a montré que chez 2 tiers des patients qui avaient suivi son programme, 1 tiers diminuait leur douleur. Donc ce qui était déjà important, parce que c'était des patients pour lesquels la médecine ne pouvait rien proposer, plus rien proposer. Et chez la moitié de ces 51 patients, il avait réussi à faire diminuer la douleur de plus de moitié des patients. Voilà, donc quand même une efficacité notable chez des patients chez qui on ne pouvait plus proposer autre chose en fait, hein, qui vivaient avec leur douleur. Et donc là, ce programme avait permis de diminuer la douleur. Donc je fais un saut en avant exprès, puisqu'il y a beaucoup de données, mais on va quand même résumer ce soir. Ça, c'est dans une revue qui s'appelle le JAMA, qui est le Nature de la médecine, ça veut dire que c'est la plus grande revue médicale. Impact Factor, ça veut dire que quand c'est publié dans ces revues-là, en fait, ça rentre dans les soins courants. Donc vous voyez que c'est assez récent. Hein. Jean Matou vous propose une conférence vraiment dans l'air du temps, puisque c'est en 2016 où, pour la première fois, il y a une étude sur la douleur chronique dans cette grande revue internationale médicale, et donc qui montre que le MBSR est efficace dans le cas de la lombalgie chronique. Vous savez, cette douleur qu'on a tous, qu'on peut avoir de temps en temps et qu'on peut avoir aussi plus de 3 mois. Et quand ça dure plus de 3 mois, ça s'appelle une lombalgie chronique. Il faut savoir que c'est un coût énorme pour la société, que ce soit aux États-Unis, en France, dans tous les pays développés. Et donc, et souvent avec une inefficacité des traitements antalgiques et encore moins des traitements chirurgicaux qui n'ont pas leur indication forcément là-dedans. Et donc, dans cette pathologie, et donc ce qui était montré, c'était que la méditation diminuait la douleur chez ces patients et améliorait l'autonomie. Ce programme MBSR. Donc ça a apparu, et donc à partir de là, dans les hôpitaux américains, c'est encore plus centré, dans les hôpitaux français, un petit peu aussi, mais un peu plus lentement. On pourra en parler éventuellement des raisons pourquoi ça rentre plus lentement en France, mais voilà, en tout cas là, c'est un papier scientifique qui dit dans la douleur chronique, notamment dans cette pathologie-là de la lombalgie chronique, le MBSR, cette approche basée sur la pleine conscience, a une indication médicale avérée prouvée. Dans la souffrance psychologique. Première étude, ça c'est en 2010, Segal, c'est le nom de l'auteur principal,
Et la personne qui a fait dériver le protocole MBSR vers ce que je vous disais tout à l'heure, le MBCT, donc le protocole de thérapie cognitive basé sur la pleine conscience, qui est plus adressé aux malades avec une souffrance psychologique. Avant, on était dans plus le physique, c'était plus MBSR, le protocole initial de John Kabat-Zinn. Et 10 ans, 15 ans plus tard, il y a Segal, qui était psychologue avec une équipe de psychiatres. On dit « J'ai l'impression que votre programme de méditation pleine conscience pourrait être utile pour les patients anxieux, voire dépressifs. Et j'aimerais l'adapter. » Et donc la petite histoire, c'est que Kabat-Zinn leur a dit bah, « Venez avec plaisir ». Et en fait, il les a formés et il les a encouragés à pratiquer longtemps la méditation avant d'adapter le protocole pour faire l'expérience eux-mêmes de cette pratique avant de la proposer à des patients. Et donc, tout ça passe, et 20 ans plus tard, ils arrivent à faire leur première étude où ils prennent des patients qui ont fait plusieurs dépressions dans leur vie. Donc, c'est des patients à fort risque de dépression. Donc, c'est les patients les plus sévères au niveau souffrance psychologique, hein, si on enlève tous les cas de maladies psychotypes, type schizophrénie, etc. Mais on va dire, voilà, les personnes qui ont connu plusieurs dépressions dans leur vie sont à risque très élevé de rechuter. Et donc, ils ont fait une étude avec 3 groupes, où il y avait un groupe qui prenait un médicament placebo, un deuxième qui prenait un antidépresseur, et un troisième qui faisait ce programme de méditation, MBCT. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des coupes de Kaplan-Meier. Donc en haut à gauche, c'est au début de l'étude, où 100% des gens n'ont pas de dépression, et petit à petit, ça descend, c'est le pourcentage de personnes qui restent non dépressives au cours de l'étude. Et donc on voit qu'avec le placebo, à la fin de l'étude, vers 500 jours, il n'y a plus qu'à peu près 20% des personnes qui ne sont pas déprimées. Donc ça veut dire qu'il y a eu 80% de déprimés qui sont apparus dans la population du groupe placebo. Alors que dans le groupe antidépresseur et méditation pleine conscience, on voit qu'il n'y a eu que 30% de rechute. Donc avec cette étude-là, on a l'impression que la méditation fait mieux qu'un placebo, et voire peut-être fait aussi bien qu'un antidépresseur. Mais c'était pas l'étude, au niveau statistique, n'était pas dessinée pour montrer l'efficacité similaire aux antidépresseurs. Et donc après, quelques années plus tard, et là c'est la deuxième revue internationale de référence qui est le Lancet, cette étude qui a montré, donc là il n'y avait plus besoin du placebo parce que ce ne serait pas éthique, vu qu'on avait vu que les placebos déprimaient plus que le groupe antidépresseur ou le groupe méditation. Et donc du coup, là ils ont fait juste une étude avec un groupe qui prenait les antidépresseurs et un groupe qui prenait la méditation, qui méditait 45 minutes par jour, au lieu de prendre un médicament par jour. Et ce qu'on voit, c'est que le taux de rechute est similaire en fait. On pourrait même voir que la courbe rouge de la méditation est au-dessus, ça veut dire qu'il y a moins de rechutes dépressives dans le groupe méditation que dans le groupe antidépresseur. Mais la différence n'est pas assez grande d'un point de vue statistique pour conclure ça. Donc la conclusion de cette étude, c'est la méditation fait aussi bien qu'un antidépresseur pour éviter une nouvelle rechute dépressive chez des patients qui ont déjà fait des dépressions. Et par rapport à l'étude précédente, c'était supérieur au placebo. Ça c'est pour dire, parce que on entend un peu dans la presse que la méditation serait un placebo. La diapositive d'avant vous montrait que c'était bien supérieur à un placebo, et que là c'est aussi efficace qu'un antidépresseur. Avec des coûts similaires, c'est important ce que j'ai marqué en dessous, parce que c'est aussi, bien sûr, quand on prend des décisions au niveau santé publique dans un pays, on regarde les coûts, et c'est les coûts similaires, parce qu'il faut former les instructeurs en méditation, et puis après, il y a un temps quand même qui est nécessaire pour faire les séances de méditation. Prescrire un antidépresseur, ça peut prendre 30 minutes dans un cabinet de médecin. Faire les cycles de méditation, ça prend plusieurs heures. Donc il y a quand même un coût qui existe, mais coût similaire. À tel point qu'on revient dans le JAMA, donc cette autre deuxième revue de référence internationale de médecine, qui en 2017, et donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que Jean Matouk a tout dit dans son introduction, je ne fais que répéter. Première ligne, traitement de l'anxiété en 2017 dans cette revue de référence. Première ligne de traitement face à l'anxiété, les interventions sur le mode de vie. Exercice physique, MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Donc aux États-Unis, la Société américaine de médecine recommande, si vous allez voir votre médecin, il va vous dire faites de l'exercice physique, ce qui est juste par exemple marcher 30 minutes par jour, et faites un cycle MBSR pour diminuer votre stress. Et après,
on parle d'antidépresseurs ou de traitements, etc. Donc on est vraiment dans une prise en charge non médicamenteuse en première intention. Je ne vais pas en parler ici, mais tout simplement parce que les effets secondaires sont, entre guillemets, on pourrait dire nuls par rapport aux effets secondaires des médicaments. L'efficacité de la méditation de pleine conscience dans les maladies chroniques. Donc les maladies chroniques, c'est un peu, cette diapositive est non lisible, mais c'est fait exprès. C'est la problématique de santé publique auquel les pays développés font face. Avant, on pouvait mourir d'un infarctus cardiaque, un infarctus du myocarde. Aujourd'hui, de par les progrès de la science médicale, les stents, les opérations, etc., vous faites un infarctus du myocarde. Dans la plupart des cas, on vous pose un stent ou on fait une chirurgie, et puis vous avez 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'espérance de vie, 50 ans. Donc on ne meurt plus des maladies du cœur, au moins, sauf les maladies avancées, pour faire simple. Et donc du coup, maintenant, ce qui arrive, c'est que vous êtes opéré du cœur, mais vous avez des petits soucis, vous allez être un peu plus essoufflé, etc. Et donc ça va rentrer dans ce qu'on appelle une maladie chronique, alors qu'avant, les maladies du cœur étaient plutôt des maladies aiguës, dont on avait possiblement un pronostic fatal. Et donc les progrès de la médecine fait que l'espérance de vie recule, s'allonge, on vit plus longtemps, mais on vit plus longtemps avec des maladies chroniques. Et donc, c'est aussi applicable au cancer. Et donc, l'enjeu de société, c'est que les gens avec des maladies chroniques, donc qu'on ne peut pas guérir, aient des meilleures conditions de vie, une meilleure qualité de vie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la méditation pourrait intervenir. Et cette étude, qui est une revue de la littérature scientifique sur l'intérêt des interventions basées sur la méditation de pleine conscience en médecine pour les maladies chroniques, répertoriées en 2015 les études qui avaient étudié l'effet de cette méditation dans le cancer, les maladies cardiovasculaires, on en a parlé de la dépression, dans les douleurs articulaires chroniques, etc. Ce qu'elle a montré, c'est que dans toutes ces maladies chroniques, du fait que les maladies soient chroniques, il peut y avoir des symptômes de dépression qui se rajoutent. J'ai oublié de mentionner toutes les maladies respiratoires, la BPCO, la bronchite chronique post-tabagique, etc. Et donc souvent, le fait d'être malade chroniquement entraîne un état dépressif, souvent ou assez fréquemment. Et donc du coup, je vous ai mis en rouge, c'est parce que c'est là où on montre une efficacité scientifique, c'est que la méditation diminue la dépression dans les maladies chroniques. En dessous, diminue aussi les symptômes d'anxiété reliés à la maladie chronique, diminue le stress, augmente la qualité de vie, et dans certaines pathologies, améliore le fonctionnement physique, mais ça c'est surtout vrai dans les pathologies, on a l'impression plutôt douloureuses chroniques, où le fait que la douleur diminue, les gens marchent mieux, et ça c'est vraiment quelque chose que même individuellement avec des participants, on arrive à voir. Là récemment j'étais à un séminaire intensif de méditation où il y avait des participants des nouveaux, et je me souviens d'un monsieur qui a 75 ans et qui marchait avec sa canne depuis 5 ans. Et il n'avait plus de canne à la fin, il l'avait rangée dans sa valise. Donc c'était assez impressionnant, mais c'est quelque chose que j'ai déjà observé et qui va faire l'objet probablement d'études d'ici peu. Et il y a des preuves similaires je ne peux pas vous montrer toutes les études, sinon on passerait toute la soirée à parler de ces preuves scientifiques, mais il y a des études aussi dans la sclérose en plaques, dans la maladie de Parkinson, dont d'ailleurs au CHU on va débuter dans les mois qui viennent un protocole sur l'étude de la méditation sur le tremblement parkinsonien. Ça n'a jamais été étudié, on vient de recevoir une réponse positive d'un appel à projet de recherche. Les maladies inflammatoires et chroniques de l'intestin, donc les rectocolites hémorragiques et maladies de Crohn, tout ce qui est rhumatisme inflammatoire chronique, donc ça on a même fait aussi un protocole à Montpellier dans ce cadre de pathologie avec des effets manifestes. La BPCO, je vous en parlais, ce qui est la bronchite chronique post-tabagique notamment, les acouphènes aussi, où c'est des pathologies où il y a très peu de traitements médicamenteux, voire pas efficaces, et les maladies cardiovasculaires dans un sens large. Et je vous en parlais tout à l'heure de ces maladies cardiovasculaires. Et ça, c'est une prise de position scientifique de l'Association américaine de cardiologie. Donc c'est des gens très sérieux qui vivent pas en Inde dans un ashram ou quoi que ce soit, qui sont des scientifiques en blouse blanche.
Et ils font cette recommandation de, vu le faible coût, vu le faible risque d'effets secondaires, et les effets potentiels au niveau biologique et qualité de vie de la méditation, ils recommandent la méditation à tous les patients atteints de maladies cardiovasculaires. Je ne sais pas si vous voyez la masse de personnes que ça veut dire aux États-Unis où il y a une épidémie d'obésité et de maladies cardiovasculaires énorme. Donc, et là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'il y a des conflits d'intérêts parce qu'il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique derrière ça. Au contraire. Les laboratoires pharmaceutiques sont plutôt en train de dire non, laissez-nous les gens stressés pour qu'ils fassent des infarctus, qu'on puisse rajouter des statines, des IEC, etc. Vous devez connaître peut-être un peu ces médicaments. Donc voilà, l'Association américaine de cardiologie recommande la méditation à tous ses patients. Alors, on a vu les maladies psychiques, les maladies physiques, les maladies chroniques, et on va s'intéresser, on va voir un petit peu sur le vieillissement, qu'est-ce qu'on peut dire. Alors, le vieillissement, c'est aussi un enjeu de santé publique. Il y a un vieillissement qui va atteindre tous les continents. C'est pas que les continents nord-américains et européens, c'est le monde entier. Et donc, il y a une augmentation de 55% des plus de 60 ans d'ici 2030, et même peut-être les estimations sont un peu basses. Voilà. Donc, c'est un phénomène d'ampleur mondiale. Donc, c'est un défi sanitaire de pouvoir faire face au vieillissement, que ce soit de manière individuelle ou collective. La fragilité des personnes âgées, elle se situe où? On en a parlé, il y a avec le vieillissement une polypathologie, ça veut dire on accumule des maladies chroniques. Ces maladies chroniques sont à l'origine d'une polymédication, de prise de plusieurs médicaments. Et sans vouloir créer d'anxiété, cette polymédication est à l'origine d'effets secondaires. En fait, on dit souvent qu'au-dessus de 4-5 médicaments, on ne sait plus très bien ce qui se passe au niveau pharmacodynamie interne dans un corps humain. Donc, par exemple, en gériatrie, quand on reçoit des patients, la première chose qu'on fait en tant que médecin gériatre, c'est déprescrire. Ce qui est parfois un peu l'inverse de certaines autres spécialités. Et donc, c'est vraiment une problématique importante, la médication des personnes âgées, puisque quand on fait des études, en fonction des études, on voit que 30 à 50%, voire 60% des hospitalisations des personnes âgées seraient liées à un effet secondaire des médicaments. C'est pas que les médecins prescrivent mal les traitements, c'est que les médicaments, il y a une marge thérapeutique où en dessous vous n'êtes pas assez efficace, et au-dessus, entre guillemets, vous êtes trop efficace. Et quand vous êtes adulte, la marge elle est comme ça. Et en vieillissant, c'est la fragilisation, c'est la définition de fragilité, c'est que votre marge thérapeutique elle est plus étroite. Donc si vous n'en mettez pas assez, il n'y a pas d'effet bénéfique, et si vous en mettez un petit peu trop, ça part en effet secondaire et en surdosage. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très compliqué dans la médecine de la personne âgée, c'est de pouvoir trouver les justes dosages sans avoir d'effets secondaires. Et donc tout ça, c'est à l'origine, je vous ai dit, d'hospitalisation, de souffrance du coup pour les personnes âgées, que j'ai avantagé par PA, et en plus des coûts personnels et de la souffrance personnelle du patient, il y a des coûts aussi pour la société. Et donc il y a un intérêt, ça c'est un fait avéré dans le domaine de la gérontologie, il faut développer les interventions non médicamenteuses pour faire face au vieillissement et aux pathologies associées au vieillissement. Et donc la méditation pourrait intervenir dans ce cadre-là en diminuant, en ayant moins recours aux médicaments, et donc en possiblement diminuant cette iatrogénie, iatros qui vient de médicaments, enfin de soins. Et donc la iatrogénie, c'est le fait d'avoir des effets secondaires liés aux soins. Et donc, comment la méditation pourrait agir? Peut-être en diminuant la souffrance en rapport avec les pathologies chroniques. Si vous avez par exemple une lombalgie chronique ou des douleurs vertébrales chroniques liées à des tassements vertébraux, c'est des exemples, vous allez consommer un certain nombre de médicaments. Si la méditation vous permet de diminuer votre douleur, vous allez consommer moins de médicaments. Donc, possiblement, vous allez faire moins d'effets secondaires, donc, etc., etc. Et donc, diminuer le risque d'hospitalisation. Donc, je vous dis tout de suite, vous voyez que les études sont 2016-2017 sur les adultes. Donc, ces études-là, on ne les a pas encore, c'est juste des supputations. On ne se rend pas compte, mais la première étude qui a montré l'intérêt de traiter les plus de 80 ans, l'hypertension artérielle des plus de 80 ans, ne date que de 2010. Donc avant 2010, c'est très récent.
on donnait des traitements d'hypertenseurs même après 80 ans, mais on ne savait pas que c'était efficace. Or, l'hypertension artérielle est la pathologie, entre guillemets, la plus fréquente dans le monde. Donc, c'est l'histoire de la recherche en gériatrie, ce n'est qu'en 2010 qu'on a commencé à être sûr qu'il fallait traiter l'hypertension artérielle chez les plus de 80 ans. Donc, tous les autres médicaments, après 80 ans, c'est un peu la médecine à l'ancienne, ça veut dire qu'on pèse le bénéfice et les bénéfices inconvénients, on fait une balance, bénéfice-risque, et on donne les médicaments, mais on n'a pas de preuve stricto sensu que les médicaments sont efficaces. Je ne veux pas créer d'anxiété, vos médecins le savent, mais je vous le dis à vous parce que c'est important de le savoir. Comment la méditation pourrait jouer sur le vieillissement, et on va parler, là aussi, Jean Matteau m'a devancé, je vais juste développer ce qu'il a dit, les télomères, surtout les télomères, je marque l'inflammation, mais je ne vais surtout pas des télomères, on n'aura pas le temps pour les inflammations. Quel est votre âge? On ne va pas demander à chacun, mais vous allez me dire l'âge, en général, l'âge chronologique, quand vous êtes né, et du coup, combien ça vous fait d'années de vie depuis votre naissance. C'est intéressant cette notion-là, mais quelque chose qui n'est pas intéressant pour nous gériatres, ou en tout cas pour les médecins qui s'intéressent au vieillissement, ou à la physiologie du vieillissement, c'est que ce qui serait intéressant, c'est la fameuse l'âge de vos artères, mais qu'on appelle aussi l'âge des cellules ou l'âge biologique. Ça veut dire quel est l'âge interne de votre corps. Nous avons perdu un monsieur qui s'appelait Jean d'Ormesson, qui était un monsieur qui avait plus de 90 ans et qui avait probablement un âge biologique très inférieur à son âge chronologique. D'accord ? Et donc du coup, on pourrait dire que c'est ça, le vieillissement réussi, c'est avoir un âge biologique de ces cellules inférieur à son âge chronologique, en tout cas qui tendrait à aller vers ça. Et un vieillissement, entre guillemets, pathologique ou non réussi, sera le fait d'avoir un âge biologique qui est plus élevé que votre âge chronologique. D'accord ? Donc la question, ça va être, mais comment va-t-on connaître cet âge biologique ? Quel est votre âge biologique ? Alors on va faire des prises de sang à la fin de la session. Ça coûte très cher, donc on ne va pas pouvoir le faire, mais et puis c'est pas encore passé en examen de routine, mais ça ce sont des lacets à gauche, deux lacets, et en fait au bout il y a cette petite structure en plastique, vous savez. Elle sert à quoi cette structure ? Elle sert à éviter que les lacets se défassent, et qu'ils s'abîment. Et c'est exactement la même chose des télomères. C'est au bout des chromosomes, et avec les divisions cellulaires, comme quand vous utilisez vos lacets, à chaque fois que vous utilisez vos lacets, il y a des micro-traumatismes, et puis ces petits bouts, ils vont s'abîmer. Et au bout d'un moment, quand ils vont être totalement abîmés, votre lacet il va se défaire, vous allez changer de lacet. Bon, là, on ne peut pas changer de chromosome, donc la cellule, elle meurt. Donc en fait, le vieillissement biologique et l'âge de vos cellules, il est proportionnel, inversement proportionnel à la longueur de ces bouts de chromosomes qui s'appellent les télomères. D'accord ? Donc si on mesure vos télomères, plus ils sont courts, plus votre âge biologique, cellulaire est élevé. Là aussi, j'illustre ce qu'a dit Jean Matteau en introduction. Cette découverte des télomères, il a tout dit, hein, cette découverte des télomères, et notamment des télomérases, cette enzyme qui va compenser ce processus de dégradation des télomères. Il y a une enzyme qui fait le contraire. La télomérase, elle va faire du télomère. Donc elle va repartir dans l'autre sens sur la diapo récente. Elle va rajeunir, entre guillemets, vos cellules. Elle va leur permettre de vivre plus longtemps. Et cette madame, Elizabeth Blackburn, a eu le prix Nobel de médecine en 2009 pour cette découverte des télomères et des télomérases. Et donc vraiment dans le discours qui était fait pour ces travaux, c'était est-ce que cette télomérase permettra de repousser le vieillissement et de rajeunir, entre guillemets, une source de jouvence que tout le monde rêve. Et en fait, quand on regarde les études scientifiques, qu'est-ce qu'on voit sur ces histoires de télomères raccourcis ? C'est qu'on voit qu'en effet, les télomères se raccourcissent avec l'âge chronologique qui augmente. Donc ça, déjà, c'est déjà un bon signe. Ça va dans le sens que c'est un marqueur d'âge biologique. Les télomères raccourcissent aussi en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc si vous êtes fumeur, si vous avez de la tension, si vous avez du cholestérol, d'autant plus vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, vos télomères vont raccourcir. Et on sait que plus on a de facteurs de risque cardiovasculaire, plus on a de risque de tomber malade de pathologie cardiovasculaire et de mourir aussi plus jeune. Ça reste du statistique, c'est pas parce que vous avez du cholestérol, l'hypertension que vous allez mourir plus jeune que quelqu'un d'autre, mais c'est au niveau facteur de risque épidémiologique, c'est montré. Et ce, de façon indépendante par rapport à l'âge chronologique, c'est-à-dire indépendamment de l'âge,
les télomères raccourcis sont reliés au nombre de facteurs cardiovasculaires. Dans l'athérosclérose, donc qui est la conséquence, la maladie qui est la conséquence des facteurs de risque cardiovasculaire, dans le diabète, l'obésité, l'insulinorésistance, qui est le premier phénomène physiopathologique qui précède l'apparition du diabète, dans les démences d'origine vasculaire, dans l'arthrose et dans l'ostéoporose. Donc, toutes ces pathologies raccourcissent, ou en tout cas dans ces pathologies-là, les télomères sont raccourcis. Et donc si vous cumulez toutes ces pathologies-là, vous allez avoir les télomères très courts, et puis surtout, ça va se voir, même là il n'y a même plus besoin de mesurer les télomères, vous allez avoir du mal à vous déplacer, etc. Et donc ça va se voir cliniquement, ça veut dire qu'on va voir l'âge sans avoir besoin de regarder les chromosomes. Et donc au niveau de la mortalité, il est prouvé que les télomères raccourcis sont prédictifs de mortalité chez les gens de plus de 60 ans, indépendamment des pathologies. Donc là aussi, c'est en faveur d'un marqueur d'âge biologique chez les plus de 60 ans. Chez les patients aussi atteints de maladie d'Alzheimer, plus ils ont les télomères raccourcis, plus ils décèdent tôt, et chez les patients ayant un AVC. Alors, petit jeu. Qui a les télomères les plus courts? Ce sont des jumelles, c'est une étude danoise. Et donc ils ont étudié, puisqu'elles ont le même patrimoine génétique, ces deux personnes, et ils se sont demandé est-ce qu'elles ont les mêmes longueurs de télomères. À vous de deviner. Qui vote à gauche? Je parle de la photo, pas de politique. Alors, qui a les télomères les plus longs, allez, on va dire. Qui a les télomères les plus longs? C'est-à-dire, quelle est la plus jeune biologiquement? À gauche. Qui vote à gauche? Ok, qui vote à droite? Ah, il y a plutôt des gens qui votent à gauche ici. Donc, les télomères les plus longs, en effet, sont les télomères de la sœur à gauche, donc qui a un âge biologique plus jeune. Alors, quelqu'un a des objections sur la jeunesse de la gauche? Je vois que ça fait discuter. Alors, juste pour une petite information, C'est la même. Non, c'est pas la même, c'est bien deux sœurs jumelles. Et en fait, on pourrait croire qu'il y a un petit surpoids chez la dame de gauche, Oui. qui efface les rides aussi, qui joue un peu en sa faveur. Alors il faut savoir que le surpoids à l'âge adulte, si vous l'avez à l'âge adulte, est un facteur de risque cardiovasculaire. Si vous ne l'avez pas à l'âge adulte et que vous le gagnez après 75 ans, c'est un facteur de risque protecteur. C'est ce qu'on appelle de l'épidémiologie inverse. Donc si vous avez gardé votre poids, si vous avez gardé un poids normal jusqu'à présent, et que vous avez plus de 70 ans, en gros, vous pouvez vous faire un peu plaisir aux fêtes de fin d'année. Mais toujours avec modération. Parce que sinon vous allez faire un excès, et puis après vous allez dire, Dr Battista, il m'a dit que je pouvais manger plein de trucs à Noël. Et si vous arrivez aux urgences à cause de moi, voilà. C'était un peu pour rigoler, mais c'est vrai cette histoire de reverse, d'épidémiologie inverse sur le poids avec l'âge. Donc, tout ce que je vous ai dit, plus ces études-là et encore d'autres que je n'ai pas citées, montrent que les télomères sont un excellent marqueur d'âge biologique. Et cette Elizabeth Blackburn, donc prix Nobel de médecine en 2009 pour ses travaux sur les télomères et la télomérase, a participé à cette étude qui a montré qu'un entraînement intensif à la méditation, alors là c'est une semaine de méditation, avait une activité positive. À gauche, vous avez deux colonnes en gris clair, donc c'est les gens qui n'ont pas fait de méditation pendant une semaine, et à droite ce sont ceux qui ont fait la méditation, et plus c'est haut, plus la télomérase est activée, donc cette enzyme qui va faire du télomère. Donc ça c'était une étude qui a montré que une pratique intensive, parce que souvent il faut faire des doses de charge importantes pour voir des effets biologiques comme ça, puisque bien sûr si vous méditez ce soir tout à l'heure, il n'est pas sûr que vos télomères rallongent. Je ne suis pas là pour faire le sorcier, mais voilà, sur un entraînement intensif d'une semaine, on voit une modification de l'activité de la télomérase par cette publication du prix Nobel de médecine. Et en fait, après, elles ont développé dans un papier toutes leurs hypothèses avec toutes les études qui ont été publiées sur cette thématique des télomères et des télomérases. Et en fait, les arguments seraient que la pratique de la mindfulness, qui est en bleu au milieu,
aurait un effet de diminuer les états mentaux négatifs, donc notamment les ruminations. Vous savez, c'était la petite image en bas à gauche de la personne qui se stresse et qui du coup en fait active toutes les hormones du stress, donc le cortisol. Je vous avais dit qu'il y avait une augmentation de la glycémie qui entraîne une augmentation de l'insuline. On sait que l'insuline qui augmente dans le corps, c'est plutôt pro-vieillissement, donc ça va accélérer le vieillissement. Et il y a des augmentations aussi avec ces états mentaux négatifs, du stress oxydant, donc de l'oxydation du corps, entre guillemets, de la rouille, hein, des éléments du corps, et de l'inflammation chronique. Et donc, tous ces éléments biologiques vont être en défaveur des télomères, donc vont les raccourcir. Et il y a des études qui ont montré que quand on a plus des états de métacognition, alors la métacognition, ça veut dire c'est le fait de prendre conscience de ses pensées. Tiens, je suis en train de ruminer, je suis en train de m'inquiéter. Qui est une prise de conscience sans émotion. Enfin, c'est pas que j'ai poussé les émotions, mais c'est tiens, je suis en train de m'inquiéter. Ça, c'est une métacognition. Souvent, on ne se rend pas compte, on est pris dans le stress, et on s'inquiète, et on est tendu musculairement. Biologiquement, vous êtes dans la colonne de droite. Et quand je me rends compte que je suis stressé, cet état-là, en fait, est relié à des réponses biologiques favorables qui sont des réactions biologiques qui sont plutôt activateurs de la télomérase et le rallongement des télomères. Donc il y a plein de choses aussi, il y a le fait de se sentir devant un stress, il y a quelque chose qui vous arrive, soit vous le sentez, vous avez l'impression que vos capacités ne sont pas en mesure de faire face au stress, et donc là vous êtes dans un stress perçu comme menaçant, soit vous vous dites j'ai les capacités d'y répondre, et à ça, et du coup le stress devient un challenge, hein, et donc c'est la réponse positive face à un stress. Tiens, bah, comment je vais faire face à ça? Et donc du coup ça aussi c'est relié à des effets biologiques favorables pour les télomères. Et donc c'est vraiment ce qui a été posé comme un mécanisme d'action au gré des différentes études par Eppel et ce prix Nobel de médecine. Alors est-ce qu'on pourrait favoriser le bien vieillir avec la méditation? On pourrait faire un questionnaire ce soir, à savoir est-ce que vous avez une aptitude naturelle à la méditation? Il y a des questionnaires là-dessus. Donc une question par exemple qui est dedans, c'est quand je me balade dans la rue, je peux être attentive à un chant d'oiseau. Donc vous voyez la différence entre être pris dans ses pensées et pouvoir être ouvert à l'instant présent. Donc il n'y a pas que celui-ci, il y en a toute une flopée de questions. Et ce qu'on voit déjà, c'est qu'en vieillissant, cette aptitude a tendance à grandir spontanément, donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous devenez avec l'âge, vous devenez tous plus sages, entre guillemets. C'est comme si vous faisiez de la méditation. Mais en tout cas, dans les personnes âgées, celles qui sont le plus aptes à être spontanément dans cette attitude d'être reliées au moment présent, elles ont moins d'émotions négatives, elles ont un bien-être psychologique et cognitif, ça veut dire du domaine de la pensée meilleur, et les critères cliniques de vieillissement réussi sont plus fréquents chez les personnes qui ont une attitude naturelle à la pleine conscience. Alors, quand on fait des études d'intervention basées sur la pleine conscience, IBPC, donc basées sur cette méditation chez les personnes âgées, on voit que ces personnes ont tendance à avoir une baisse du sentiment de solitude, une amélioration de l'anxiété et du stress, une baisse des ruminations, une baisse de la dépression et une amélioration des troubles du sommeil. À savoir que le protocole de thérapie cognitive basé sur la méditation est plus efficace, d'autant plus efficace que les personnes sont anxieuses et déprimées, ce qui est logique puisque c'est un protocole qui a été fait plutôt dans ce cadre-là. Dans l'arthrose, il n'y a pas grand-chose, alors que c'est une pathologie très fréquente, et donc ça je vous en informe parce que ça peut peut-être vous intéresser. On est actuellement en train de clôturer les inclusions pour un protocole de recherche au CHU de Montpellier. Donc si vous avez entre 30 et 75 ans, et vous avez une arthrose de genou ou de hanche, après le stade sera évalué avec le CHU, mais vous pouvez rentrer dans un protocole où vous serez soit dans le groupe contrôle, où il n'y aura pas de méditation, ou le groupe méditation, c'est tiré au sort, c'est la démarche scientifique. Donc si certains sont intéressés, il y a l'adresse mail à droite, méditation.chu@gmail.com si vous voulez contribuer à la recherche sur la méditation. Il y a quelque chose qui est assez fréquent, c'est le stress quand on vieillit et le stress d'avoir une perte de mémoire. Déjà ça nous arrive quand on est plus jeune, on oublie ses clés, etc. Et donc on va consulter le neurologue en disant je crois que j'ai un début d'Alzheimer. Et en fait on n'a pas un Alzheimer, on a juste un peu de stress lié au fait d'être Alzheimer et ça perturbe la mémoire. Et donc rapidement, juste pour rester dans les temps, ce
Ce qu'a montré cette étude, c'est que en fait, l'intervention de MBSR améliorait les scores de mémoire, mais qui sont reliés en fait à une amélioration d'anxiété. C'est-à-dire que quand vous améliorez votre anxiété, vous améliorez votre mémoire. Pourquoi? Parce que pour mémoriser quelque chose, il faut être attentif. Donc on revient à notre ami l'attention qui est exercée avec la mindfulness, avec cette méditation. Et donc si vous n'êtes pas attentif au moment où vous posez vos clés de voiture chez vous, vous ne saurez pas où vous les avez mis, puisque vous n'avez pas été attentif, vous n'avez pas fait rentrer l'information, je les pose ici. Donc le fait d'entraîner son attention, on va améliorer notre mémoire. Mais ce n'est pas parce qu'on se protège de l'Alzheimer, c'est parce qu'on améliore notre attention, ce qui est un autre processus. Je vous l'ai mis rapidement, celle-là, vous pouvez passer à la diapo d'après. C'est juste pour vous dire que ça marche aussi en maison de retraite, qui montre que le protocole de mindfulness peut être fait en maison de retraite et améliore la qualité de vie et l'anxiété et la dépression des personnes âgées en maison de retraite, ce qui est aussi, il me semble, un sujet de santé publique important. Ça a peut-être aussi un rôle très important pour les soignants et pour les aider aussi à pouvoir mieux faire leur travail. Et là, pour la petite image et la petite histoire, c'est un groupe dans une EHPAD à Montpellier que j'ai animé, un groupe de méditation, avec à la fois des soignants et des patients. Il n'y a pas tout le monde sur la photo, mais voilà, c'est un mélange générationnel et souriant à la fin d'un cycle de méditation. Alors, est-ce que ça pourrait améliorer vraiment la mémoire et les fonctions cérébrales, voire protéger de l'Alzheimer? Donc, il y a pas mal d'arguments pour ça. Ça, c'est un papier qui a été publié dans une revue de référence sur le vieillissement cérébral. Et par différents éléments que je vous ai montrés tout à l'heure, biologiques, les actions sur le corps, l'esprit et les émotions aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a un effet sur les émotions, vous l'aurez compris peut-être. Il est probable, par des éléments indirects, que ça agisse sur les performances cognitives des personnes âgées. Ce que montrent pour l'instant les études, c'est que c'est faisable de faire à tout âge et avec des tout faibles troubles cognitifs des protocoles de méditation, mais pour l'instant, les études ne sont pas assez bien faites et ni assez nombreuses pour pouvoir conclure quelque chose. Et la conclusion, elle va probablement venir d'une étude centrée en France. Là encore, Jean Matouk m'a coupé l'herbe sous le pied. C'est l'étude faite à Caen, et du coup, qui est centralisée à Caen. Donc, c'était l'étude que vous avez parlé du Scientific Report, qui va montrer peut-être que, ou pas, que la méditation a un rôle protecteur dans le vieillissement cérébral. Et là, il y a un budget européen, c'est une étude avec un budget européen de 7 millions d'euros. Il y a plusieurs centres qui sont inclus dedans, dont le centre à Caen. Mathieu Ricard notamment a fait partie des témoins, des grands méditants qui ont prêté leur cerveau. Et en effet, sur les premiers résultats, mais qui sont des résultats qui peuvent être un peu impressionnants, mais qui ne sont pas des résultats de la vraie vie, c'est d'être Mathieu Ricard. Personne ici n'est Mathieu Ricard. Enfin, peut-être si quelqu'un va se lever et dire ça fait 30 ans que je médite 3 heures par jour, mais c'est donc un cas exceptionnel. Donc ça a été basé notamment sur des méditants comme lui, des très 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 gros méditants. Et donc a priori, c'est pas notre cas. Donc, mais là, ils sont en train de faire une étude avec un suivi des personnes âgées sur 18 mois en méditation de 45 minutes par jour. Donc plus comme le protocole MBSR. Et donc ils sont en train d'inclure les personnes. Donc à mon avis, on aura les résultats de l'étude dans 3 ans, plus vite, 5 ans, peut-être au plus tard. Et pour finir, la méditation pour les aidants. Donc ça, c'est important parce que aussi bien le plan Alzheimer que la Haute Autorité de Santé dernièrement ont vraiment appuyé sur les aidants. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif de la maladie d'Alzheimer. Donc on doit tous y faire face, quelle que soit notre fonction dans cette société. Et les aidants naturels, donc les compagnons, les compagnes, les enfants, etc., les frères, les sœurs, doivent accompagner ces patients au quotidien, et c'est relié à un état de stress très élevé qui est à l'origine de dégradation de l'état psychique, de troubles anxieux dépressifs, de troubles du sommeil. Et il y a même des études qui montrent qu'il y a une mortalité plus grande chez les aidants comparé à un groupe du même âge avec les mêmes pathologies qui n'est pas aidant. Donc le fait d'aider un patient Alzheimer au quotidien est un risque de surmorbidité, surmortalité. Et donc il y a vraiment un intérêt à développer des prises en charge de ces aidants. Et donc c'est une des dernières études que je vais vous montrer. C'est cette étude qui est une très bonne étude de qualité qui s'est intéressée à 78 aidants de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et ils ont fait 2 groupes. Et là, c'est très intéressant parce que c'est vraiment de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui fait le protocole en 8 semaines de réduction du stress basé sur la méditation de pleine conscience.
et de l'autre, ce qu'on fait actuellement en France et dans tous les pays, c'est-à-dire un groupe d'éducation des aidants. Ça veut dire informer les aidants sur les difficultés qu'ils vont rencontrer et comment y faire face. Donc une information très intellectuelle. Un enseignement, quoi, comme on a eu à l'université, à l'école, etc. C'est pour ça que ça s'appelle une éducation des aidants. Et de l'autre côté, on va apprendre à méditer. Et on ne va jamais parler de la maladie d'Alzheimer de leurs proches. Et bien, les résultats montrent qu'en fait, le MBSR, donc la méditation, est supérieur à l'éducation thérapeutique sur la perception du stress par l'aidant, sur le risque, sur l'anxiété et sur la santé mentale. C'est un questionnaire global de santé mentale. Donc le fait de méditer, faire méditer un aidant, alors les groupes étaient appareillés en temps, etc. Ça veut dire que quand les autres passaient 2 heures en séance de méditation, le groupe d'aidants qui était en éducation thérapeutique avait un enseignement, un échange sur les difficultés, etc. qu'ils rencontraient. Et donc dans un groupe, on ne parlait pas de l'Alzheimer, on méditait, dans l'autre, on parlait de l'Alzheimer, on essayait de trouver des solutions. Et finalement, les gens les moins stressés, c'était dans le groupe méditation que dans ceux où on cherchait des solutions par la réflexion, par les échanges, etc. Donc c'est une étude qui est vraiment intéressante et qui peut nous faire réfléchir sur l'intérêt de la méditation face au stress. Donc en conclusion, je voulais revenir sur ce schéma d'Elizabeth Blackburn, ce prix Nobel de médecine, parce qu'en fait, tout ce qu'elle décrit, et tout ce qu'ils ont décrit sur les états positifs mentaux à gauche et les états négatifs à droite, et les conséquences biologiques en bas à droite et en bas à gauche, en fait, si vous connaissez un petit peu la physiologie, mais je vous le dis, c'est qu'en fait, par exemple, si on prend la réponse biologique défavorable à droite, l'élévation du cortisol, de l'insuline, du stress oxydant, de l'inflammation, c'est tout ce qui va provoquer en fait les maladies cardiovasculaires, c'est tout ce qui va provoquer la dégradation cognitive, c'est tout ce qui va provoquer la dégradation de la fonction rénale, etc. etc. Là, la soupe, on appelle ça parfois comme ça, vraiment en médecine et en physiologie, la soupe biologique à droite, là, augmentation du cortisol, de l'insuline, du stress oxydant, de l'inflammation, c'est la soupe du vieillissement, la soupe biologique du vieillissement. Donc en fait, les états mentaux négatifs, il n'y a pas que ça, c'est pas que les états mentaux négatifs, bien sûr, si vous fumez, vous allez contribuer à votre vieillissement accéléré. Mais les états mentaux négatifs, en fait, sont à l'origine d'une biologie du vieillissement accéléré. Alors que les états mentaux positifs sont à l'origine d'une soupe, entre guillemets, anti-vieillissement. Qui n'est pas miraculeuse parce qu'elle ne va pas aller contre d'autres problèmes de santé, mais en tout cas, vous allez favoriser votre biologie par vos états mentaux. Et donc ça, on pourrait se dire, mais comment l'esprit est relié au corps? Donc ça, c'est tout simplement, c'était les premières diapos que je vous ai montrées avec le cerveau en haut et les organes activés par le système parasympathique et sympathique. Et tout ça est relié en fait. Et donc, depuis quelques siècles, en France, on a déconnecté l'esprit du corps. Et en fait, la médecine, la physiologie, notamment aidée par ce MBSR qui est en train de beaucoup modifier les études médicales et scientifiques sur la relation corps-esprit, est en train de remettre cette interaction au cœur de la santé. Et qu'en fait, on revient à un esprit sain dans un corps sain. Je vous remercie de votre attention. Alors si des personnes sont inquiètes, troublées, il est temps de partir parce que maintenant on va plonger. Alors, c'est un point important, ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation d'effectuer cette proposition de pratique. Donc ceux qui ne veulent pas pratiquer, vous pouvez tout simplement attendre que ça se passe, ou même partir, on ne vous en voudra pas. Ça ne me stressera pas. Je ne serai pas fâché. C'est tout à fait normal. Il n'y a aucune injonction, c'est très important parce que et ces résultats scientifiques et la médiatisation de la méditation pourraient créer une sorte d'injonction à pratiquer et aborder les choses comme ça. L'injonction, c'est un stress très important. Donc si vous sentez une injonction à méditer, ne méditez pas, ça vous stressera moins. Voilà. C'est très bien, vous êtes tous sur une chaise, à peu près, par le caméraman. Il peut méditer debout aussi s'il souhaite. Donc on peut méditer sur une chaise, et il n'y a pas d'études scientifiques, je ne vous ai pas montré, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent que méditer sur une chaise est moins efficace que méditer en lotus sur un coussin au sol, en position de lotus. Donc vous êtes dans une très bonne position pour méditer. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est de décroiser les jambes et de poser vos pieds à plat sur le sol, les pieds écartés, vous ne voyez pas trop mes pieds, mais de la largeur du bassin. Donc à peu près
d'une dizaine, vingtaine de centimètres. Et en fait, tout ça pour faciliter la stabilisation de votre posture. Hein. Si vous avez les jambes croisées, vous allez possiblement basculer de gauche à droite. Ça devrait bien se passer parce que la chaise est stable, mais c'est mieux d'avoir les pieds un petit peu écartés de la largeur du bassin, les pieds à plat. Et les mains, après, vous pouvez les poser sur les cuisses, soit les paumes en direction des cuisses ou des genoux, soit les paumes vers le plafond. Vous pouvez aussi mettre les mains l'une dans l'autre entre les jambes. Voilà. Et donc dans cette posture, les mains, les bras, les épaules ne font aucun effort. Donc c'est bien de ressentir que les épaules, les bras, les mains se reposent juste à tirer par la tête. Et il y a un point important pour aider cette présence, cette conscience de l'instant présent. Il y a un point qui est important que je ne vais pas pouvoir forcément faire de par le micro qui est un petit peu bas, c'est de tenir droit. Et donc là, dans cette idée d'avoir le dos droit, il faut avant tout respecter votre condition physique. Donc, par exemple, si vous avez une lordose, vous avez le dos courbé de nature, maintenant de condition, vous n'allez pas forcer à aller contre ça, mais c'est juste l'idée que on ne va pas aller vers l'endormissement, donc à se courber vers l'avant, et on ne va ni aller dans l'extrême inverse qui serait de dire je vais être très droit comme une danseuse, etc. Et là on va provoquer des contractures énormes. Donc c'est entre les deux, hein, c'est le milieu, le juste milieu. Et donc l'idée c'est d'avoir le dos droit et le cou et la tête au sommet de cette posture. Et donc classiquement, je pense que vous m'entendez aussi comme ça me permet de me décaler un petit peu. Vous montez classiquement, on a tendance à avoir la tête un petit peu en avant. Et donc là, l'idée, c'est de reculer un petit peu la tête, donc de reculer le menton vers l'arrière, ce qui permet d'aligner un peu plus les cervicales avec le dos. Voilà, ça c'est une proposition et c'est à vous de voir un petit peu ce qui est confortable pour vous. Et surtout, vous pouvez ajuster cette posture et changer de posture si ça vous est inconfortable. Mais ça, c'est les bases autour desquelles vous pouvez voyager pour cette pratique. Et donc après, soit vous baissez le regard devant vous, comme si vous pouviez regarder le sol, ce qui n'est peut-être pas le cas dans cette salle, voilà, sans fixer de point particulier, donc peut-être le dossier de la chaise devant vous, ou le sol devant vous à 1,50 m, ou si c'est bon pour vous, pouvoir fermer les yeux. Et assez rapidement, quand on ferme les yeux dans l'immobilité, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être des commentaires intérieurs, une histoire qui se raconte. Peut-être vous dites, bon, c'est quoi la suite? Cette pratique, c'est pas fait pour moi. Ouais, je suis très excité, j'aimerais savoir ce qui va se passer. Peut-être plein d'idées qui passent. Et donc, on va choisir un objet d'attention. On va choisir un objet, un endroit où on va poser notre attention qui est en rapport avec ce qui se passe maintenant. Et donc, si vous le souhaitez, nous pouvons tourner notre attention vers les sensations au niveau de la plante des pieds. Et sans bouger les pieds, juste être curieux des sensations que vous ressentez au niveau de vos pieds, au niveau de la plante des pieds. Peut-être vous avez des sensations de fraîcheur, de chaleur, peut-être de picotement, de fourmillement, peut-être des vibrations, des pulsations. Ou peut-être d'autres sensations, et il n'y a vraiment aucune sensation meilleure qu'une autre. C'est juste prendre conscience de ce qui est là pour vous, en termes de sensations physiques, au niveau de la plante des pieds. Il ne s'agit pas de calmer son esprit, ni de se relaxer, mais juste de voir ce qui est là au niveau de la plante des pieds, en termes de sensations. Il ne s'agit pas de penser à cet endroit du corps, ni à l'imager, l'imaginer, mais vraiment être dans le ressenti physique. Et si vous n'avez pas de sensation physique, il n'y a pas de souci, c'est votre expérience telle qu'elle est. Je n'ai pas de sensation physique au niveau de la plante des pieds. Et volontairement, on va décider de laisser notre attention posée sur cette région du corps, sur ces plantes de pieds, pour suivre moment après moment les sensations à cet endroit. Notant avec curiosité si les sensations que je perçois au niveau de la plante des pieds sont stables,
si elles se modifient, peut-être en intensité, deviennent-elles peut-être plus intenses à certains endroits, à d'autres endroits moins intenses. Peut-être vous sentez ces sensations bouger. Avec beaucoup de curiosité, laissant notre attention poser cette région du corps et ressentant ces sensations moment après moment, telles qu'elles sont. Rien à faire, rien à changer, rien à modifier dans ces sensations, juste les observer, les ressentir telles qu'elles sont. Peut-être que vous allez vous rendre compte que votre attention a été emportée par le vagabondage de l'esprit, par des pensées, des commentaires, peut-être de l'impatience, de l'agitation, de l'ennui, et que l'attention n'est plus sur les sensations de la plante des pieds. Et là, on est au cœur de la pratique de la pleine conscience, ça veut dire qu'on décide volontairement, sans se juger, de ramener l'attention vers ces sensations au niveau de la plante des pieds. Peut-être qu'on a des jugements de dire oui, mais je sens rien, ou c'est pas ce que je devrais sentir, ou j'y arrive pas, ou c'est pas intéressant. Tout ça, ce sont des pensées qui sont en train d'arriver dans votre esprit, qui attirent votre attention loin des sensations. Et donc là, volontairement, on décide de laisser ces pensées, il ne s'agit pas de les chasser, donc sans s'y accrocher, ni repousser ces pensées, on décide juste de déplacer notre attention depuis les pensées vers la plante des pieds. Que vous soyez nouveau dans la pratique ou ça fasse 10 ans que vous pratiquez cette pratique de méditation pleine conscience, eh bien votre esprit va encore partir. Et à chaque fois, on ramène l'attention sur les sensations ici de la plante des pieds en contact avec le sol. Et je vous propose, quand ce sera le bon moment pour vous, de rouvrir les yeux tranquillement et de reprendre contact avec la pièce, faire un temps d'échange parce que c'est important qu'on puisse échanger là-dessus, à la fois sur votre expérience que vous venez de faire de méditation, ce que vous avez remarqué, ce qui s'est passé pour vous, si vous avez des questions, que vous avez envie de partager ce qui s'est passé. Et puis aussi des questions sur la présentation si vous le souhaitez, et on pourra repratiquer tout à l'heure un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Oui, monsieur? Qu'est-ce qu'il faut faire avec la respiration? Alors j'ai fait exprès de vous proposer la plante des pieds, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur la méditation, notamment qu'il faudrait peut-être se mettre en lotus, avoir le crâne rasé, je vois que c'est pas mon cas. La respiration, c'est un objet d'attention comme la plante des pieds, sauf que pour certaines personnes, il est plus contactable facilement, c'est-à-dire que pour certaines personnes, il est plus facile de ressentir la respiration. Mais pour d'autres aussi, ça peut être un peu anxiogène, ça peut créer du stress. Donc j'ai pris parti sur cette pratique courte de choisir un objet d'attention, puisque je vous rappelle, la pleine conscience, c'est diriger volontairement son attention dans le moment présent sans jugement. Donc là, on a dirigé volontairement notre attention dans les sensations présentes en ce moment dans nos pieds, sans jugement, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien à modifier, juste prendre conscience de ce qui était là. Donc on a fait une méditation de pleine conscience. Voilà. Et le souffle, on peut faire la même chose. On peut aller sur le souffle et voir comment on ressent le souffle, comment il est maintenant. Sauf que c'est un autre objet d'attention et qui est un peu plus mobile et qui peut être rattaché aussi à d'autres choses. Donc c'est pas forcément, c'est pas compliqué, mais c'est pas forcément celle que je propose en premier dans la pratique. Ça vous va comme réponse? Ou vous avez d'autres questions derrière? C'est bon pour vous? C'est bon pour vous, la réponse? Ok. Oui, monsieur? Qu'est-ce qui permet de décider du temps de méditation? Alors, décider du temps, déjà, c'est sa capacité personnelle à méditer, enfin, en tout cas, le sentiment de que ce soit pas trop pénible pour vous, ce qui nécessite quand même un entraînement progressif. Et après, les études ont plutôt l'air de montrer que
la zone qui a des effets à la fois physiques et biologiques se situerait autour de 30 minutes par jour. Voilà, avec un écart type autour de cette durée qui varie en fonction des études. Mais... En une seule fois. Une fois par jour, ouais, en une seule fois. Ouais. Parce que plus vous restez dans l'état dans lequel on a commencé à être méditatif, plus le système, pour faire simple, le système parasympathique et toute la biologie a le temps de s'activer. Quel moment de la journée y a-t-il une méditation optimale? Alors, quel est le meilleur moment pour méditer? Le meilleur moment, c'est celui où vous arriverez à méditer. Vous prendrez le temps. Donc ça, c'est très important parce que c'est la vraie difficulté de la méditation, c'est de pratiquer tous les jours. La méditation en soi, si on est accompagné dans le cheminement, n'est pas complexe. Par contre, c'est de réussir à garder, comme l'exercice physique. Tout le monde sait que faire une demi-heure de marche par jour, c'est bon, et peut-être tout le monde ne le prend pas cette demi-heure. Donc c'est un peu pareil pour la méditation. C'est peut-être même plus compliqué pour la méditation. Parce que quand on a les courses de Noël à faire, le repas de Noël à planifier, les enfants qui nous appellent, les familles, machin, etc., là en période de fête par exemple, allez vous asseoir une demi-heure avec tout ça qui tourne dans la tête, il faut être un petit peu entraîné. Voilà. Mais donc, et il y a des gens qui préfèrent, souvent on dit le matin c'est pas mal parce que ça permet que cette activation, on va dire, du système parasympathique qui nous met un peu, qui nous enlève de cet état de veille stressé, comme on démarre la journée en activant ça au niveau physique et psychologique, en fait on rentre dans la journée avec ce niveau de stress baissé, entre guillemets. Donc souvent les participants disent, ceux qui le font le matin disent ça me permet de rentrer dans ma journée plus apaisée et de mieux faire face au stress de la journée. Donc avec une préférence quand même le matin. Mais le meilleur moment c'est celui où vous pratiquerez, quelle que soit l'heure. Alors, si on s'endort, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut se réveiller? Alors, c'est un peu une pratique de l'éveil attentif, la méditation. Donc si vous endormez, vous n'êtes plus en méditation, en par cas exceptionnel. Et donc, en effet, il faut s'éveiller. La proposition, c'est de s'éveiller dans la méditation, au moment présent. Donc du coup, ça arrive, en fait, l'endormissement peut être assez fréquent au début dans la méditation, surtout si on a la pratique allongée. Et en fait, l'entraînement attentionnel, donc ça j'ai laissé un peu le côté neurosciences, parce qu'il est très développé dans les reportages sur Arte, sur France 5 qui ont eu lieu, que vous pourrez regarder. Les neurosciences, c'est un peu les sciences dont tout le monde parle actuellement et on oublie un petit peu le reste du corps. Et comme je veux un peu décentrer le cerveau, parce que vous voyez que la méditation, c'est une pratique qui a un effet corporel, et d'ailleurs là, on était attentif au corps plutôt qu'attentif à l'esprit. L'endormissement, oui, c'est ça, c'est qu'on voit au niveau neuroscientifique que l'attention, en fait, plus elle est entraînée, plus il y a une vigilance, mais qui est douce, à ce qui se passe. Et en fait, quand on s'endort, c'est un peu le contraire de la vigilance et de l'attention. L'endormissement est souvent une baisse de l'attention. Donc au début, on peut avoir tendance à s'endormir, et plus on avance dans la pratique, et plus on entraîne ce cerveau à être attentif, à être présent, moins on va s'endormir. Et c'est vraiment relié au temps de pratique et à l'entraînement. Je voudrais m'expliquer pourquoi en 5 minutes je suis monté à 39 degrés avec une fièvre pas possible. Ouais. Alors parfois il y a des réactions physiologiques, aiguës. Je me souviens d'une fois j'ai fait une séance comme ça de méditation à des retraités, on était 30 dans la pièce et on a tous eu une montée de chaleur en même temps. Non mais il faudrait me dire pourquoi. Alors, justement, la méditation ne dit pas toujours pourquoi. Elle va vous dire, ce que je vais vous proposer, c'est de se dire, ça s'est passé comme ça. Ça a été votre expérience. Alors, ce qui est important, c'est que chaque expérience de méditation est différente. C'est-à-dire que là, si on la refait, ce sera différent. Vous aurez une expérience différente. Voilà. Vous pouvez enlever votre veste. Voilà. Mais vous avez perçu un stress, ça a été un peu stressant pour vous cette pratique? Non, pas du tout. Même cette montée de température? Oui, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Voilà, vous vous êtes demandé ce qui s'est arrivé. Et à ce moment-là, vous vous demandez où ce qui vous arrive, il y a quand même une notion un peu de stress, et là, il y a quelque chose qui s'emballe. Non seulement je vous ai confiance. Ouais. Mais c'est pas parce que vous faites conscience que vous n'allez pas être soumis à un petit stress. Voilà. Et ça peut arriver, voilà. Et ce qui est important là, dans ce cadre-là, c'est que
Là, par exemple, ce qui vous est arrivé, monsieur, c'est rien de grave, et c'est une expérience de méditation qui s'est passée comme ça. Mais c'est que si vous êtes dans un cadre d'un MBSR, d'un cycle, on va bien sûr accompagner ça, et puis vous allez passer ce cap-là. Mais là, c'est sûr que si vous faites le test tout seul, avec une application chez vous, et qu'il se passe ça, vous dites, oulala, la méditation c'est dangereux, je ne veux pas le faire. Voilà. Moi, je vous rassure, c'est un petit effet, mais c'est passager. Et puis, il fait quand même chaud dans cette pièce. Hein. Il y a un certain... Moi, je peux boire, d'ailleurs, si quelqu'un veut boire, il y a un verre disponible et une carafe. Hein. Hydratez-vous. S'il y a un malaise, je ne sais pas s'il y a un docteur dans la salle. Donc pendant 5 minutes, on a pensé à notre plante des pieds. Dans une méditation à 30 minutes, est-ce qu'on peut changer de sujet ou est-ce qu'on est obligé de penser à sa plante de pied, par exemple? Alors, pourquoi vous voudriez changer de sujet? Oui, parce que c'est un peu ennuyeux au bout de 5 minutes. Voilà, donc c'est ennuyeux. Donc là, on aborde la thématique de l'ennui. Hein, et c'est intéressant de voir que une chose qui peut être un petit peu difficile quand on se met à la méditation, c'est la confrontation avec l'ennui. Oui. Hein, puisqu'on aime bien faire plein de choses dans nos vies. Ah, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Puis quand on s'ennuie, en fait, on a tout de suite envie d'y répondre. Et d'autant plus dans notre société moderne, où on ne sait plus s'arrêter en fait, et où tout est fait pour aller très vite, hein, avec les smartphones, les machins, on peut envoyer des messages, on peut toujours être loin. Et donc on ne sait plus s'ennuyer. Et les neuroscientifiques, ils disent plein de choses intéressantes, et ils montrent bien que l'ennui en fait est favorable à notre cerveau et à notre biologie. Donc rester avec l'ennui, c'est bien. D'accord. Donc pendant 30 minutes, on peut penser à sa plante de pied sans Alors, problème. ce n'est pas des méditations classiques de rester 30 minutes sur la plante des pieds, mais ça peut, dans certains cadres, notamment de retraite de méditation intensive, on peut rester sur les appuis, les sensations d'appui, une demi-journée. Du coup, madame, vous avez dit comment éviter les ruminations? Alors, ça c'est prouvé que les ruminations, donc pour ceux qui ne savent pas, les ruminations, c'est le fait de cogiter, de tourner en rond dans sa tête, tiens mais comment je vais régler ce problème-là, on peut ruminer sur la préparation des fêtes, il y a plein de choses qu'on peut ruminer, et on rumine sur quelque chose qui n'est pas présent, hein, une dispute passée, on la rumine, voilà. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait des études, il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus sur la mindfulness, donc la méditation de pleine conscience versus la relaxation, on voit qu'un des points majeurs de la pleine conscience, c'est de diminuer justement la rumination. C'est-à-dire que par la pratique que vous venez de faire tout à l'heure, vous avez peut-être vu des ruminations qui peuvent être très simples. Hein. Tiens, j'ai chaud, il faut que j'enlève mon pull. Moi c'était un peu ça, j'ai un peu chaud. Donc c'est passé là, tiens, je vais peut-être enlever mon pull. Ouais, donc, ouais. Et je revenais sur les plantes de pied. Et en fait, la méditation de pleine conscience fait qu'au bout d'un moment, cette conscience des pensées qui sont là, elle va devenir plus prégnante en fait. Et vous allez, au cours de votre journée, vous allez dire « Ah mais tiens, je suis en train de ruminer ». Alors que la plupart du temps, en fait, on rumine sans s'en rendre compte. Et ça crée un état de stress permanent. Donc c'est la pratique de la méditation. C'est pas le fait de vouloir chasser les pensées, parce que fermez les yeux et ne pensez pas, ne visualisez pas un éléphant rose. Alors vous l'avez peut-être pas vu rose, mais vous avez peut-être vu un éléphant quelque part dans votre esprit. Donc dès qu'on essaie de repousser une pensée, elle revient au galop. Même l'éléphant revient au galop. Donc finalement, c'est pas ça qui permettra de se libérer des ruminations, c'est pas dire j'arrête de ruminer. Hein, c'est cette pratique de la méditation, cette métacognition dont on a parlé tout à l'heure, cette prise de conscience des pensées, qui quelque part nous en libère. Et ça, c'est vraiment un effet, mais vraiment typique de la méditation de pleine conscience. Et il y a peu de pratiques décrites dans la science qui permettent de se libérer autant des ruminations que de la pleine conscience. Une dernière question. Monsieur, Allez-y. moi, je voulais savoir si le poinçonneur des lilas pouvez avoir une méditation de pleine conscience. C'est-à-dire, si vous faites vraiment un geste qu'on appelle machinal, répétitif, faut-il obligatoirement avoir les yeux fermés et un corps immobile pour être dans la méditation de pleine conscience? Non. Non, vous pouvez tout à fait être dans le moment présent et dans un aspect de méditation qu'on appelle informel. C'est-à-dire formel, c'est le moment où on s'assoit sur la chaise ou sur le coussin où vous voulez et que vous faites une méditation par exemple de 30 minutes, où là vous décidez de méditer, ça c'est une méditation formelle, et après il y a tout ce qu'on appelle méditation informelle. Ça veut dire, par exemple, je prends cette carafe d'eau, et plutôt que me servir de l'eau en pensant à autre chose, pendant un moment je vais juste penser au fait que je me verse de l'eau,
écouter le son et être conscient jusqu'au moment où je pose la bouteille. Et là, j'ai été totalement attentif à ce geste-là. Et donc là, j'étais dans une attitude, entre guillemets, on l'appelle une attitude pour aider, c'est une méditation de pleine conscience, mais c'est juste une attitude d'être présent tout simplement à la vie au moment où elle se passe. Hein. Je me sers un verre d'eau, je suis présent au fait que je me sers un verre d'eau. Voilà. Je vous écoute, je ne suis pas dans mes pensées à me dire tiens, qu'est-ce que je vais lui répondre, je vous écoute d'abord, je vous écoute vraiment. Ça, c'est aussi donc l'écoute aussi consciente, ça peut être aussi une attitude méditative d'écouter tout simplement l'autre, plutôt qu'être parti dans qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce que je vais lui répondre, et vraiment vous écouter sans partir dans mes raisonnements. Donc la pratique de la pleine conscience, ça se diffuse de façon informelle dans la vie quotidienne. Et ce qui est rigolo, c'est que plus vous pratiquez de façon formelle, donc arrêtez à un moment, plus ça va diffuser passivement ces moments-là. De dire tiens, je me rends compte que je suis en train de servir de l'eau, d'habitude je le fais machinalement ou je bois mon café sans m'en rendre compte. Et voilà. Et après, ça peut être aussi une intention d'être présent aussi dans les moments de la vie, en dehors de ces moments de méditation, d'essayer de revenir au moment présent. Donc il y avait l'exemple tout à l'heure de marcher dans la rue et de me dire, au lieu de réfléchir à ce que je vais faire en arrivant, ou à demain, ou à oh, ça s'est passé, je vais marcher dans la rue et je vais essayer d'être vigilant à tout ce qui se passe, à voir les lumières, les formes, à écouter les sons, à sentir mon corps se déplacer, etc. Voilà, c'est juste être dans le moment présent en fait. Hein. Mais tout ça, c'est facilité et c'est vraiment relié au temps de pratique. Et on a tous une aptitude plus ou moins facile au début à le faire spontanément. Et cette différence s'amoindrit, cette différence entre les individus, avec la pratique de méditation. On récupère un peu toute cette capacité à être présent. Écoutez mes amis, je crois que c'était parfait et qu'on peut applaudir notre médecin.